de l'actualité. Et un atelier de vulgarisation sur la gestion des points d'eau. C'est dans la région de Dikil que s'est tenu cet atelier. Et 3 personnalités africaines en course à la présidence de l'Organisation mondiale du commerce. Bonjour à tous, nous entamons ce journal. Lorsque développement rime avec infrastructure, eh bien l'Afrique regorge d'énormes richesses naturelles avec des produits agricoles, mais un handicap bloque le plus souvent l'exploitation de toutes ces richesses. C'est le manque d'infrastructures. Une équation que Djibouti a bien étudiée. Regardez, c'est un document de la rédaction et un commentaire d'Ahmed Ahmed. En matière de développement, la construction d'infrastructures, quelle qu'elle soit, reste indispensable à toute politique de développement et c'est ce qui fait souvent défaut en Afrique. Mais cela devient une condition incontournable dans une économie basée essentiellement sur les services comme la nôtre. C'est pourquoi nous voyons, depuis l'arrivée au pouvoir du président Ismaël Omar Guelleh, la multiplication de constructions d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires ou autres. Cela répond à cette logique de doter notre pays d'infrastructures nécessaires à son développement. Une politique qui se poursuit toujours et très visible actuellement à Damerjog, où se construit un autre pôle de développement. Il s'agit du projet Djibouti Damerjog Industrial Development, plus connu sous son acronyme anglais DDID. Placé sous la responsabilité de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le DDID figure parmi l'un des plus grands projets entrepris par la République de Djibouti. Il s'agit là d'une expansion des ports et des zones franches de Djibouti. Ce méga-projet comprend la construction d'un nouveau parc de zones industrielles dans la région de Damerjog. Le projet DDID inclut aussi une zone portuaire où il est prévu de créer plus de 20 000 emplois. La période de construction de ce méga-projet est de 15 ans. Aujourd'hui, la région de Damerjog s'agrandit, comme vous l'avez constaté, et qui a une extension des ports et qui aura plusieurs fonctions. La région s'industrialise et cela témoigne des efforts du gouvernement d'aujourd'hui de la région en synergie avec l'évolution du monde. La région de Damerjog, qui accueillera ce grand projet et qui en abrite plusieurs autres, joue un rôle important dans le développement économique de cette région de par son emplacement. Damerjog, qui se situe à une trentaine de kilomètres de la capitale, constitue ainsi un Eldorado pour les secteurs privés qui veulent tous s'installer dans cette sous-préfecture. Mais cette sous-préfecture accueille déjà plusieurs structures et des sociétés mises en place par le gouvernement ou par des investisseurs privés. En effet, nous avons à Nagad la gare, la société Prime Project, l'ISA ou Institute School of Africa, le refuge des camps pour les amoureux de la vie animalière, la China Free Zone, plusieurs infrastructures portuaires, le centre de quarantaine et sanitaire de bétail à Damerjog, la société Djibah, spécialisée dans l'exploitation des fruits de mer. Concernant le village de Damerjog, il existe depuis 1962, au moment où fut construite la première école primaire de la sous-préfecture. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Damerjog compte 10 000 habitants, dont environ 4 000 vivent dans le village de Damerjog. 12 localités dépendent administrativement de cette sous-préfecture. Toutes les structures nécessaires de base sont également présentes dans le chef-lieu de la sous-préfecture, comme le Damerjog Marketplace ou le marché de Damerjog, plusieurs quartiers bien structurés, un poste de santé, une brigade de la gendarmerie nationale, une école primaire, un camp militaire des forces armées djiboutiennes, un CEM ou collège d'enseignement moyen qui existe depuis 1998 et un centre de formation professionnelle ou CFPD. Il fut un temps où la région n'a cessé de s'agrandir. En 1968, il y avait la première infirmerie militaire, puis un grand hôpital avec plus de 14 lits. C'est avec le temps que cette région s'est agrandie, comme vous pouvez le constater. Ainsi, Damerjog reste la terre promise des Djiboutiens. Tout Djibouti, en effet, voudrait s'implanter dans cette sous-préfecture et y posséder son lopin de terre, d'où le développement à vue d'œil de cette région qui sera amené à jouer dans les années à venir un rôle de nouveau pôle de développement économique et industriel du pays.
Dans le cadre du jumelage entre Dikil et Tadjoura, le préfet de la région a offert un déjeuner en l'honneur de la délégation et a prononcé le mot de clôture tout en saluant l'initiative de jumelage prônée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Eh bien, cette fois-ci, avec les notables et les différents membres des régions de l'intérieur, ce déjeuner a eu lieu pour la clôture de cette formation pour des jeunes venant des régions de l'intérieur. Enfin, le préfet a remercié l'initiateur de ce noble programme, en l'occurrence le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, ainsi que les responsables du secrétariat d'État, les conseils régionaux, ainsi que l'ensemble des jeunes des deux régions. Et du Lakabé. Je sais que vous avez visité durant votre séjour à Dikil l'usine d'embouteillage d'eau de Okar, située juste après la Palmeraie. Je sais également que vous avez visité donc l'actuelle place de l'Indépendance et l'ex-place Bernard à Dikil. Vous avez eu un peu l'histoire de Bernard, de Dikil. Donc, je pense que votre séjour a été agréable. Vous avez visité également le site le plus beau après le lac Assal, parce qu'il y a des gens, des Européens qui font des milliers de kilomètres pour visiter et voir le lac Abbé. Mais malheureusement, parmi nous, à Dikil, il y a encore des gens qui n'ont pas eu l'occasion de visiter. Donc je suis très content de votre visite. Je suis très satisfait. Je voudrais remercier ici le secrétaire d'État à la jeunesse et sport pour cette initiative qui est noble, parce que faire des échanges entre les jeunes, ça fait partie de l'intégration. Les jeunes vont se connaître entre eux. En fin de compte, je voudrais remercier donc tous les responsables de la délégation qui sont avec vous, le représentant du conseil régional de Tadjoura, l'animatrice de Tadjoura, le sous-directeur régional du sport. Je voudrais également remercier notre sous-directeur régional, M. Abdallah, le vice-président du conseil régional, qui, tout au long de votre séjour, était à vos côtés pour que tout soit réussi. Et la direction de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture a abrité lundi 31 août un atelier de vulgarisation de documents de stratégie nationale sur la gestion préparative des points d'eau situés en milieu rural dans la région de Dikil. Cet atelier a eu lieu dans la salle de conférence du Conseil régional et avait pour objectif de vulgariser les grands axes de la stratégie pour la partie prenante, à savoir le représentant de la préfecture, du Conseil régional, des membres du comité de gestion des points d'eau des villages de Mouloud, Yobouki, Hassaïla, Kantali, Bondara et Galamo. De l'atelier de vulgarisation du document national de stratégie de gestion participative des points d'eau au milieu rural. Donc, nous sommes dans la région de Dikil, qui est organisée pour le comité de gestion des points d'eau, qui sont composés et qui viennent de localités de Galamo, Kontali, Yobouki, Mouloud, Saïla, ainsi que le village de Bondara. Donc, ce sont des gros villages. Nous sommes en train de faire la vulgarisation du document de stratégie. Donc, ce document comprend 3 grandes étapes, c'est-à-dire 3 grands axes. Donc, au cours de cet atelier, nous aurons des discussions avec les représentants du comité de gestion de ces localités. Et à l'issue à la fin de cet atelier, nous comptons, c'est-à-dire les anciens comités de gestion qui vont changer d'appellation et qui seront désormais des comités de gestion des usagers des points d'eau et qui auront un statut juridique légal auprès des institutions concernées. Restons toujours à Dikil, mais cette fois, nous allons parler des préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire. Eh bien, une cérémonie de lancement officiel d'une campagne de pulvérisation, de stérilisation dans les écoles publiques et privées s'est tenue au CMH de Dikil hier matin.
Dans un premier temps, une réunion de démarrage pour cet événement a regroupé les autorités de la région, composées du préfet par intérim Youssouf Ali, le docteur du CMH de Dikil Hussein Omar Awale, ainsi que les responsables des différents services déconcentrés. La réunion sous la houlette du préfet par intérim, organisée donc au CMH, avait pour objectif de mener une campagne de stérilisation, de pulvérisation des écoles afin de stériliser, de désinfecter, afin de lutter efficacement contre le Covid-19. Nous allons toujours parler des préparatifs de la rentrée scolaire, mais cette fois, c'est à Obok que ça se passe. Des centaines d'enseignants sont arrivés en zone rurale et se retrouvent confrontés à une situation non imaginée, parfois des conséquences très importantes pour leur mental ainsi que leur manière de servir les principaux acteurs de l'éducation nationale, dont les enseignants ainsi que la société civile ont participé à une réunion aux côtés des autorités régionales. Tout en leur souhaitant une bonne rentrée à ces nouveaux enseignants, l'inspecteur du chef du service régional de l'éducation, le président du conseil régional, le préfet leur ont assuré de leur soutien et leur ont encouragé à œuvrer pour la réussite des élèves dont ils ont la charge. Les deux responsables régionaux, conscients des difficultés, ont promis d'entreprendre des démarches nécessaires pour répondre au mieux aux préoccupations des chefs d'établissement. Je propose de suivre à présent l'intervention du président du conseil régional. D'aujourd'hui, pour moi, elle est importante à plusieurs titres. La première, c'est que toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui doivent, et normalement qui œuvrent ensemble pour l'amélioration du système éducatif à Oboko. Lors du débat, nous aurons l'occasion d'en parler. Ce qui sera intéressant pour nous aujourd'hui, c'est d'écouter avant tout les enseignants, les acteurs, les piliers, d'écouter les parents d'élèves, d'écouter aussi les chefs d'établissement et de faire en sorte que toutes les recommandations qui vont sortir et toutes les préoccupations qui seront les vôtres sont également nos préoccupations à nous. Et tout ce que nous cherchons, donc, in fine, c'est quoi? C'est que vraiment, à Oboko, cette année, la rentrée se fasse dans les meilleures conditions. Voir un peu les difficultés que vous avez, ce qu'on peut surmonter ensemble, parce que les difficultés sont de plusieurs ordres. Il y a des choses que notre pays, que notre gouvernement pourra répondre. Il y a d'autres choses qu'elle ne pourra pas répondre très rapidement. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse, il faudrait qu'on s'investisse surtout, qu'on sache, comme il disait tout à l'heure, il avait évoqué l'exemple d'un enseignant qui devait nager pour se rendre, pour enseigner les enfants. Ça, c'est vraiment, ça explique tout et ça résume tout. Un remerciement particulier pour l'inspecteur et son équipe, parce que je pensais que c'était une initiative au niveau national, mais c'était une initiative uniquement de la région d'Obok. Donc, un vif remerciement pour l'inspecteur et son équipe qui ont initié, qui ont voulu réunir tout le monde pour qu'on puisse orienter, travailler, voir les difficultés ensemble afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. C'était l'intervention du président du conseil régional et du préfet de la région de Bok, Abdelmalik Mohamed Bainouta. Autre intervention que je vous propose de suivre cette fois, c'est celle de l'inspecteur chef de service régional de l'éducation. C'est un honneur pour la région d'Obok d'initier sur le plan national l'organisation d'une telle rencontre qui rassemble les autorités régionales, les principaux acteurs de l'éducation nationale, dont les enseignants, ainsi que la société civile, afin de soutenir nos enseignants dans cette lourde et noble mission contre l'illettrisme et donc contre l'échec scolaire. Améliorer les performances des élèves est le défi en majuscule qui nous assemble,
car en ordre dispersé, aucune partie ne parviendra à le réussir. À partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, ces hommes et ces femmes vont se lancer pour permettre à nos enfants de mieux préparer leur avenir. Après le pain, l'éducation reste le premier besoin d'un peuple. Dixit Georges Jacques Danton. Ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas une stagnation de la routine, puisque les résultats de demain se préparent dès maintenant. Et ceci, nos enseignants doivent en être conscients. Inciter l'élève à se surpasser oblige l'enseignant lui-même à se surpasser. Dans l'actualité également, l'Association nationale des collectivités locales a procédé hier à la distribution d'un important lot de vivres aux habitants de Boukoul, situé dans la commune de Blaus. Ces vivres sont composés de riz, sucre, huile, dattes et à des centaines de familles infectées par la crise du Covid-19. Ils ont pu bénéficier également de masques en tissu lavable et ont été distribués à ces personnes lors d'une cérémonie afin de lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Le pays tel que le Covid-19 et nous avons voulu distribuer ces vivres pour les familles les plus démunies, à peu près 120 familles vulnérables issues de la commune de Blaus. Ces dons nous avons eu ces dons de la part de l'AICLD, c'est-à-dire de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, qui, par le biais de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones et de l'Union européenne, nous ont octroyé ces dons. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. 3 personnalités africaines sont en course à la présidence de l'OMC. 8 candidats en lice pour reprendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce après le départ du directeur général Roberto Azevedo. Il s'agit de la Kenyane Amina Mohamed, de l'Égyptien Abdelhamid Mandouh et de la Nigériane Nzoki Iweala. Le commerce mondial est au point mort pour cause du Covid-19. Pour le moment, du mal à choisir pour l'organisation du mondial du commerce privé. Un chef de file, l'OMC, doit à la fois gérer la négociation des accords commerciaux entre ses 164 membres et aussi jouer un rôle de médiateur dans les litiges entre les pays. Et nous allons parler foot avec le Mercato. C'est le jour J pour Lionel Messi. C'est le grand jour, une semaine après que la bombe soit sortie. On devrait en savoir un peu plus sur la situation de Lionel Messi dès ce soir. Pour l'instant, deux côtés campent sur leur position, mais le joueur veut trouver une solution à l'amiable sans devoir passer par les tribunaux. Même s'il se considère déjà libre de tout contrat, il est prêt à accepter de sortir sous forme de transfert pour 2 raisons. La première, que le Barça puisse toucher une indemnité de transfert puisque la formation catalane en a bien besoin, puis pour ne pas mettre son futur club en difficulté en le propulsant au sein d'une guerre juridique avec le Barcelone, qui pourrait probablement la faire en justice en cas de désaccord entre une autre formation et les joueurs. Les Catalans estimant qu'il n'est pas libre de son côté, Josep Maria Barmeteux se montre intraitable et estime que tout club intéressé devra débourser les 700 millions d'euros correspondant à la clause libératoire du joueur. Une position ferme qui devrait encore transmettre au père de Lionel Messi lors de la réunion entre les deux hommes. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.